fois-ci. Et Aurélien, comme vous le savez tous, est historien de l'art et archiviste et bibliothécaire du diocèse d'Amiens, spécialiste de l'art religieux. Aurélien, tu as la parole. Bien, bonjour à tous, merci Louise. Eh bien, nous allons, après l'architecture civile et ses décors, partir à la découverte de l'architecture religieuse et des arts décoratifs chrétiens. J'ai voulu vous présenter une étude monographique, celle de l'église d'Atty, en Vermandois, dans la partie orientale de notre département de la Somme, qui relevait avant la Révolution du diocèse de Noyon, de l'ancien diocèse de Noyon. Donc on est là dans des franges toujours picardes de la Somme, mais qui relevaient, il faut le préciser, de ce grand diocèse du nord de la France. Il s'agit d'un cas spécifique qui diffère assez largement des chantiers de reconstruction d'églises de nos diocèses sinistrés. À Atty, en effet, la table rase ne fut pas totale. Certes, le clocher de la croisée était intégralement détruit en 1918, ainsi que l'intégralité des charpentes et couvertures, mais les murs extérieurs et les piliers de la nef étaient encore debout. En outre, le portail sud de la nef de cette église, qui date du XIIIe siècle, à l'iconographie très originale, ce n'est pas le but de la communication de vous en parler, était depuis 1846 classé au titre des monuments historiques, et celui-ci fut miraculeusement épargné par les destructions. Épargné également la belle abside de la fin du XIIe siècle ou du commencement du XIIIe, rare témoignage de l'architecture de transition entre roman et gothique dans notre région, qui avait été étudiée par Camille Danlard à la fin du XIXe siècle. Je vous présente ici une vue prise dans les années 1950, qui est une carte postale qui vous montre la disposition de cette église d'Atty, dédiée à l'Assomption de la Sainte Vierge, même si, nous le verrons, cette église comporte une iconographie qui est essentiellement liée à une sainte bien connue dans le Poitou, qui est sainte Radegonde, princesse de Thuringe, qui s'est retrouvée prisonnière des rois francs et qui fut promise en mariage au fils de Clovis, Clotaire Ier, mari aux mœurs plutôt rudes, qu'il envoya enfant, eh bien, au 7e siècle, c'est vous dire si ça remonte, dans la villa d'Atty, vieille villa gallo-romaine, transformée à l'époque mérovingienne. Et cette princesse fut éduquée à Atty, dans ce qui fut ensuite un prieuré dépendant de l'abbaye Saint-Thierry de Reims. Et Radegonde a fondé un hôpital à Atty qui est toujours existant aujourd'hui sous la forme d'une maison de retraite et qui est situé non loin de l'église actuelle. C'est pour vous dire que l'histoire mérovingienne est bien présente encore aujourd'hui dans ce petit village de l'est de la Somme qui comporte environ 600 habitants. Voilà l'état de l'église à la veille de la guerre de 14, avec face à vous le portail du début du XIIIe, une iconographie, on la verra un tout petit peu après, une nef qui avait été reconstruite au XVIIIe après les invasions impériales, un transept manifestement fin XIIe, début XIIIe, ainsi que le chœur, et un clocher très largement restauré au XIXe siècle, tandis que l'abside elle-même avait été restaurée par Edmond du Toit dans les années 1870-80. Voilà l'état de l'église au sortir de la guerre, à travers une carte postale de la Somme dans les régions dévastées, alors qui n'était pas identifiée, mais enfin, on reconnaît sans peine Atty, et un de mes prédécesseurs n'a pas hésité à noter le nom du village sur la carte elle-même. Donc vous voyez, destruction quasi totale du clocher, mais maintien des maçonneries. Et puis ici, ce fameux portail qui représente la nativité et la fuite en Égypte, dans l'état de la fin du XIXe et dans l'état de 1921, avec ces photographies qui proviennent soit des archives diocésaines,
soit de la médiathèque du patrimoine, et de la photographie, comme on l'appelle maintenant. La vue du chevet, collection de Camille Enlard, donc l'historien de l'art qui a étudié particulièrement ces monuments de Picardie et du Boulonnais. Et puis ici, 2 photographies, toujours extraites des riches collections de la médiathèque du patrimoine, qui vous montrent l'état du chœur avant 1914, l'état de la nef en 1921. Et la photo de gauche m'intéresse beaucoup parce que là nous avons le dispositif liturgique classique qui présente un sanctuaire dans l'abside avec maître-autel suivi d'un grand retable, banc de communion et lambris sur les côtés, dispositif que nous verrons dans les années 1920-1930 complètement modifié avec un avancement du sanctuaire, la transformation de l'ancien sanctuaire en chapelle de la Vierge, disposition plus ou moins heureuse, si on peut dire, dans l'avancement de l'Église aujourd'hui. Nous verrons tout cela avec des photographies. L'Église latine ne fut donc pas reconstruite, mais restaurée, avec une opération de restauration-reconstitution en ce qui concerne l'architecture. Seul le portail, je vous le rappelle, était classé monument historique. Le reste de l'église ne l'était pas. À l'exception notable du clocher de la croisée, qui fut, pour la partie ancienne, définitivement abattu et remplacé par un clocher à structure de béton armé. Le chantier fut confié aux architectes Emmanuel Chêne et Marcel Poutaro, le premier s'impliquant dans la reconstitution du bâti, le second davantage dans l'aménagement intérieur. Alors Emmanuel Chêne est un architecte en chef du gouvernement, agréé par pour le département de la Somme. Il avait une agence à Paris, à Amiens, à Péronne, pardon, et on lui doit en particulier la construction de la Maison du Peuple, la Bellevilloise, à Paris en 1927, qui comprenait une salle de théâtre de 500 places, dénommée la salle Lénine. Donc vous voyez qu'il y a loin entre la salle Lénine et la reconstruction de l'église d'Atti, comme quoi les architectes répondent à des commandes extrêmement variées. Il a travaillé également au début du XXe siècle à la restauration de Notre-Dame de Rouen. Je vous passe les différents projets qu'il a accomplis là-bas, à l'archevêché et également à la construction du tombeau du cardinal Thomas. Marcel Poutaro, lui, est architecte en chef provisoire pour le Gers en 1919, puis architecte en chef des monuments historiques en 1920, et il est chargé en particulier du Lot-et-Garonne, de la Meurthe-et-Moselle et de la Somme entre 1933 et 1934, avant de continuer sa carrière dans l'Aube, la Loire-Atlantique. Voilà donc les 2 architectes sous la supervision desquels s'est effectuée la restauration de cette église. Alors pour préparer cette communication, je n'ai certainement pas épuisé tous les dossiers d'archives disponibles, mais les principales ont été aux archives départementales de la Somme, la série 99O, autrement dit le contrôle des actes de la préfecture sur les décisions municipales. Et nous avons dans ce dossier en particulier tous les plans ainsi que tous les marchés, cahiers des charges de la reconstruction de l'église et également de la commande du mobilier. Aux archives diocésaines, un dossier sur Atti qui comporte, outre des illustrations, quelques pièces éparses qui ont un certain intérêt, et puis aux archives nationales du monde du travail à Roubaix, le fonds de l'atelier Godin qui a été un des principaux intervenants dans la reconstruction de cette église. Manque à l'appel les archives paroissiales, sur lesquelles je n'ai pas encore réussi à mettre la main. Existe-t-elle encore mystère qui permettrait de comprendre l'implication du curé dans la commande qui a été passée, et les archives communales d'Atti qui permettraient également de voir le point de vue communal. Rappelons que nous sommes sur un édifice municipal. Je n'ai pas recherché les archives de la commission
de la coopérative diocésaine de reconstruction des églises dévastées. Pas nécessaire, elles ont été détruites en 1940 au domicile de son dernier président, qui était situé près du beffroi d'Amiens. Donc c'est un fonds qui a entièrement disparu pour le département de la Somme, tandis que pour le département du Nord, il est conservé. Voilà une vue de l'église aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'y a guère de variation avec la première photo que je vous ai montrée, à l'exception du clocher qui a été reconstruit sur une structure béton et qui pourrait fort bien s'apparenter à un clocher de l'Ancien Régime, à ceci près qu'il a été conçu comme un clocher lanterne avec, à défaut d'une véritable tour-lanterne, au moins la possibilité de passer un éclairage par les baies que vous voyez très mal du reste sur cette photographie. Vous voyez là, il y a des sortes de petites lucarnes. Nous verrons tout à l'heure à quoi elles peuvent bien servir. Dans le devis descriptif et le devis estimatif d'Emmanuel Chêne, qui a été rendu le 1er février 1929, c'est assez tard, l'urgence n'est pas à la reconstruction des églises à cette époque. Eh bien, l'église d'Athie, on décide de la reconstruire en conservant certaines parties qui, sur les plans dont je ne vous ai pas apporté copie ici, présentent les parties à conserver d'une couleur, les parties à démolir en toute épaisseur d'une autre couleur, et les parties à démolir pour reprise d'une troisième couleur. En gros, ce qui est conservé, ce sont les murs essentiellement, des voûtes, rien ne peut subsister, de la croisée du transept, rien n'est conservé non plus, et de la façade occidentale, on conserve l'essentiel, à l'exception du couronnement. Lors des démolitions, prévues donc dès 1920-21, les photographies que je vous ai montrées précédemment témoignaient, eh bien, il est demandé que toutes les pierres de taille, unies ou moulurées, devront être déposées avec soin et classées pour en permettre leur emploi. Les gros moellons seront également triés et entassés pour resservir le plus possible dans les blocages. Les petits moellons inférieurs à 3 décimètres cubes seront rejetés. Le terrassement sera réalisé avec les matériaux de démolition et les fondations effectuées en béton de bricaillon convenablement pilonné provenant des démolitions au mortier bâtard et au sable de rivière. Les murs de fondation seront montés en moellons de grosse taille de récupération. Quant au portail du XIIIe siècle, il sera restauré. Je reviens sur la photo d'avant pour vous parler des voûtes que vous voyez apparaître sur cette photographie prise de la tribune au-dessus du portail occidental. Il s'agit de voûtes en briques creuses de 0,04, c'est-à-dire 4 cm d'épaisseur, posées en berceau entre des fermes, autrement dit des arcs doubleaux, tels que vous les voyez ici, en ciment armé. Et ces briques seront disposées pour rester apparentes, d'une teinte rosée, et reposeront sur une petite corniche en briques jaunes, briques de la marque Dizy de la Marne. On conserve évidemment les différentes appellations et provenances de ces matériaux de reconstruction. Le béton armé est utilisé notamment pour réaliser les piliers sous le clocher qui, lui, a été intégralement repris. Quant à la charpente pour laquelle je ne suis pas monté, eh bien, elle est réalisée non pas en bois, mais en ciment armé. Seuls les chevrons et les sablières sont réalisés en sapin de pays. Le montant total de la dépense pour les maçonneries, et uniquement les maçonneries, est assez considérable. 1 407 430 francs. Ça ne vous dit rien, naturellement, compte tenu du changement de monnaie et d'une énorme inflation depuis cette époque, mais sachez que le prix moyen d'une reconstruction d'église dans la Somme rurale, c'est environ 450 500 000 francs. Donc on est là 3 fois au prix moyen d'une église. L'église d'Athie est une église importante pour notre département rural. Le bourg d'Athie comptait un peu plus de 1000 habitants avant 14, 600 aujourd'hui, peut-être 650, mais c'est une église de grande dimension, 42 mètres de longueur, 30 mètres de large
au transept et une hauteur totale du clocher de 45 mètres. Les travaux sont adjugés par la coopérative diocésaine de reconstruction des églises dévastées le 22 mars 1929 à l'entreprise Moretti, entreprise de construction publique qui est établie à Péronne. Et ceci se fait sous l'égide en particulier de Louis Dutoit, qui est l'architecte de la coopérative, Louis Dutoit, dont nous reparlerons demain à l'école des Beaux-Arts. Alors inévitablement, des travaux supplémentaires sur les maçonneries seront accordés en 1929 et en 1930. Quant à la réception définitive des travaux de gros œuvres, elle est réalisée le 23 février 1930. Donc vous voyez, une rapide exécution. Passons maintenant aux aménagements liturgiques et aux vitraux. Les aménagements liturgiques de l'église d'Athie sont plutôt bien renseignés, même si à ce jour nous n'avons pas pu retrouver les archives paroissiales. Nous conservons néanmoins quelques courriers échangés entre le curé de la paroisse, l'abbé Louis-Joseph Duclerc, qui fut curé d'Athie de 1919 à 1960, belle longévité, et Jean Gaudin, le célèbre maître verrier et mosaïste parisien. Rien ne figure dans les comptes rendus de la commission d'art religieux, l'actuelle commission d'art sacré, celle-ci n'ayant été créée qu'en 1932. Encore une source qui manque à l'appel. Le chantier était pour ainsi dire achevé. Et nous aurions aimé, évidemment, davantage de précisions sur les désirs de l'affectataire. L'aménagement liturgique, la réalisation des vitraux et la pose du mobilier furent réalisés sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte Marcel Poutaro et nous supposons seulement, sous la supervision du curé de la paroisse. Les principaux intervenants dans les travaux d'aménagement, dans les arts décoratifs donc, furent le marbrier amiénois Marcel Sueur, dont l'entreprise est établie face au cimetière de la Madeleine, un très beau bâtiment d'ailleurs. Marcel Sueur qui appartenait au groupement Notre-Dame des Arts, dont on parlera peut-être demain, je ne sais pas. Et le maître verrier et mosaïste parisien Jean Gaudin et le sculpteur Raymond Couveigne. Alors, parlons un temps de Jean Gaudin. Voici ici quelques images qui nous présentent ces papiers d'atelier qui sont aujourd'hui conservés dans le fonds Gaudin à Roubaix, qui nous montrent ici les croquis pour les emplacements des vitraux, la numérotation des baies, les croquis pour la réalisation des barlotières et des vergettes, enfin bref, le système de ferronnerie qui maintient en place les panneaux de vitraux, et la répartition des panneaux numérotés sur le dernier croquis que vous voyez ici. Jean Gaudin, qui est né en 1879, on ne l'a pas encore évoqué aujourd'hui, pourtant un des probablement plus important maître verrier de cette époque. Pascal Touzet en parlera, je n'en doute pas, dès demain. Il est né à Clermont-Ferrand et il appartient à une dynastie de maîtres verriers et de mosaïstes. Son père, Félix Gaudin, était à la tête d'un très prospère atelier de vitraux, d'abord à Clermont-Ferrand puis à Paris, où il s'installa définitivement en 1892. Son fils Jean reprend l'atelier paternel en 1909 et l'entre-deux-guerres fut pour eux une période d'activité extrêmement intense. Outre les commandes privées, il fallait répondre aux innombrables commandes publiques lancées par les communes et l'État, maître d'œuvre de la reconstruction de tant d'églises et monuments détruits lors de la Grande Guerre. Pour le diocèse d'Amiens, la somme, c'est 270 églises intégralement détruites. Sur 900, vous voyez que ça fait quand même une très large part. Dans le département de la Somme, la coopérative de reconstruction lui passe à commande de vitraux et de mosaïques pour de nombreuses églises. L'époque était alors à la découverte de l'art de la mosaïque, art prospère à l'époque paléo-chrétienne, qui fut une des références pour les artistes chrétiens de cette époque. L'atelier de Jean Gaudin fut alors fréquemment attaché à Pierre et à Gérard Ansart, ainsi qu'à Louis Mastier, qui lui fournirent maquettes et patrons pour d'innombrables, et quand je dis innombrables, on ne peut pas les dénombrer, effectivement, maquettes dans nos églises du département. Associé à l'architecte Louis Dutoit, il réalisa en outre
les remarquables mosaïques de la basilique Notre-Dame de Brebière d'Albert, sur les cartons de Jacques Le Breton, de la salle des fêtes de l'école des Beaux-Arts d'Amiens, nous les verrons demain. La réalisation de vitraux ne fut pas en reste. Œuvrant la plupart du temps dans le style art déco, il réalisa beaucoup de verrières pour de petites églises de campagne dont je vous passe naturellement le détail. Dès 1929, on lui doit, avec Jules Albertini, la mise au point de la technique du vitrail sur dalle de verre. Jean-Charles Caponnier les a évoqués ce matin, le réseau de béton à la place du plomb, sertissant d'épais morceaux de verre et permettant de réaliser de véritables murs de lumière. Dans la Somme, l'église de Dancourt, commune de Dancourt-Popincourt, toute petite église, qui doit faire 15 mètres de long, en conserve un précoce témoignage de la fin des années 1920. L'autre personnage important qui a travaillé dans l'église d'Atty, c'est le sculpteur Raymond Couveigne, né en 1893 et mort en 1985, ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Paris, et qui obtint en 1925 une médaille de bronze ainsi qu'une bourse au Salon des artistes français, puis en 1927 le premier Grand Prix de Rome. Il s'est illustré dans la décoration de nombreuses églises et hôtels de ville du département, en particulier dans la sculpture sur béton frais, et c'est à lui qu'on doit les sculptures de l'hôtel de ville de Montdidier, que nous avons vu ce matin, de l'église d'Atty, sur pierre cette fois-ci, de l'église Saint-Pierre de Roye, ainsi que de l'église Saint-Va de Moreuil, pour ne donner que quelques noms d'un corpus beaucoup plus vaste. Les dispositions de l'église d'Atty sont relativement atypiques pour une église rurale de la Somme. Grande dimension, dotée d'un vaste transept, le projet de l'aménagement chercha à rapprocher le sanctuaire des fidèles. Donc on a abandonné le sanctuaire dans l'abside. Vous voyez que l'abside là-bas tout au fond avec ses trois verrières, une abside à 5 pans, est aujourd'hui une chapelle dédiée à la Vierge, et le sanctuaire a été avancé quasiment sous la croisée du transept, dans une conception qu'on aurait pu utiliser après le Concile de Vatican II. Notez que les préconisations du Concile sont déjà bien en marche dans les années 1920 et 1930. Ce n'est pas une nouveauté qui sort de la tête des pères conciliaires dans les années 1960. Donc on a séparé le vieux sanctuaire du nouveau sanctuaire par une série de claustras, c'est ainsi qu'ils sont nommés, clôture de chœur si vous voulez, avançant le maître-autel qui forme la focale essentielle de cette église, maître-autel suffisamment important pour ne pas passer inaperçu, surmonté d'ailleurs d'une sorte de ciborium qui sert pour l'exposition du Saint-Sacrement. Voyez là la disposition générale. Je commencerai néanmoins par les vitraux, qui sont les premiers éléments qui ont été réalisés par Jean Godin au sein de cette église. Le marché des vitraux est passé par la coopérative diocésaine le 19 novembre 1930, avec Godin et compagnie, installé 6 rue de la Grande Chaumière à Paris, pour la portante somme de 76 820 francs. Ce n'est pas une petite somme non plus, ce marché validant plus d'une année de préparation de travail. Il s'agit des vitraux de la nef et des vitraux de la coupole, ainsi que de ceux de l'abside. Une importante documentation est conservée à Roubaix, avec toutes les prises de mesure que je vous ai montrées. Malheureusement, et là peut-être aurez-vous des noms à donner, aucun nom de cartonnier n'apparaît. Donc rien n'est signé, les archives sont muettes, pourtant il y en a de papier, mais aucun nom de cartonnier n'apparaît. Donc on va se contenter d'un cartonnier qui travaille pour l'atelier Godin jusqu'à découverte d'un nom qui peut toujours arriver aujourd'hui. En revanche, ce qu'on apprend dans les archives, c'est que les vitraux ont été réalisés dans l'atelier Godin de Roy-sur-Marne, dans le département de l'Oise, et non pas à Paris. Dans la nef, Godin, ce que vous voyez ici, prévoit des fenêtres en grisaille, fenêtres dites ornementales, et je cite le maître verrier.
Je n'ai pas prévu pour ces fenêtres d'ornement un parti entièrement en couleur foncée, de crainte de trop assombrir, mais on pourrait forcer la coloration si vous le désirez. Ces verrières sont fortement marquées, à mon sens, par des réminiscences romanes avec bordures rouges et bleues. Pour la réalisation des scènes historiées, Gaudin s'inspire de l'iconographie des verrières détruites pendant la guerre, verrières qui dataient du 19e, et dans les papiers Gaudin, j'ai retrouvé ces vieilles photographies qui vous montrent les vitraux, nous montrant donc une iconographie liée à Sainte-Radegonde, dont je vous passe le détail. Mais voilà, on a quand même des éléments qui permettent de se raccrocher à ce qui était dans l'église avant sa destruction. Les croquis que Gaudin réalise eh bien, sont soumis automatiquement à l'architecte Poutaro, approuvé par la commission municipale, puisque je vous rappelle que celui qui paye, enfin le propriétaire, c'est quand même la commune d'Atti, sont soumis également au comité technique de la coopérative diocésaine, où il y a toutes les différentes strates, et ces maquettes de la ville de Sainte-Radegonde sont achevées le 22 octobre 1930. Gaudin envoie systématiquement ses cartons grandeur d'exécution à l'architecte pour validation. C'est ainsi que les cartons des fenêtres du chœur sont envoyés le 26 février 1931. Quant aux fenêtres du transept, eh bien, la commande est passée directement par téléphone. Ça, nous l'apprenons par une note qui est conservée parce qu'il avait fait une petite note. Donc, appel téléphonique de Poutaro. Donc, vous voyez que si parfois on n'a pas d'archives, c'est qu'aussi à l'époque, il y a un nouveau médium qui apparaît et qui est le téléphone. Et donc, il y a beaucoup de discussions qui doivent avoir lieu par téléphone et qui n'ont pas laissé de traces. Auparavant, on avait le télégramme, c'était plus pratique pour nous archivistes, avec le téléphone, un peu plus compliqué. Les délais d'exécution sont extrêmement serrés, vraiment, quelques mois, et Gaudin est pressé par le maire, le curé, l'architecte, le président de la coopérative. Passez-moi l'expression, il se fait littéralement engueuler par chacun de ces personnages. Le curé lui envoie une carte postale. Je vous la lis parce que ça vous donne l'ambiance quand même. Monsieur, alors c'est lapidaire. Monsieur Gaudin, où en sont les vitraux du chœur? On commence à s'impatienter pas mal. 3 points d'exclamation. Ils ont été commandés le 16 décembre. 3 petits points. Il y a de la marge. Je sais que quelques conseillers municipaux se proposent d'aller à Paris pour vous dire ce qu'ils en pensent. Donc, hâtez-vous. Merci. Recevez mes meilleures salutations, signées Duclerc. J'ai retranscrit exactement tel que c'était. Et Masson, le président de la coopérative, lui dit à peu près la même chose, sur un beau papier en tête. Qu'attendez-vous pour poser les vitraux de l'église d'Atti? Ils sont, paraît-il, sur place. En fait, il faut que tout soit posé rapidement, parce qu'on a déjà le programme pour les fêtes du baptême des cloches, qui marque en gros la fin de la reconstruction de l'église. Et c'est en quelques semaines seulement que les choses vont être faites. Voilà les vitraux qu'il réalise pour l'abside. Il y a 5 panneaux, je vous en ai mis que 4 ici, des épisodes de la vie de Sainte-Radegonde. Cartonnier, point d'interrogation. Première verrière, Sainte-Radegonde accueille les petits mendiants. La deuxième, elle nourrit les vieillards et les infirmes. Reçoit l'habit de diaconesse. Je vous rappelle que Radegonde, pour quitter son époux, royal certes, mais brutal, eh bien, reçoit l'habit de diaconesse des mains de Saint-Médard. Autrement dit, elle entre en religion. Sainte-Radegonde recevant un morceau de la vraie croix. Et la dernière scène que vous avez ici à l'écran, elle apprend que sa fin est prochaine. Dans un style très figuratif, Gaudin réalise des vitraux où l'aspect décoratif médiéval est sensible, dans le traitement des vêtements en particulier. Comme dans la tradition du vitrail gothique, on trouve l'alternance de bordures étroites, rouges et bleues. La découpe des verres est particulièrement accomplie. Sans réaliser de pièces en chef-d'œuvre, Gaudin réalise néanmoins l'imitation de ce système dans le rendu des ornements de certaines étoffes en particulier, que je vous montrerai dans une vue suivante. Dans les baies du transept,
il réalise ici eh bien, un vitrail représentant Saint Grégoire de Tours bénissant le tombeau de Sainte Radegonde, où vous retrouvez ces immenses bordures décoratives que l'on a dans le vitrail du XIIe siècle. Bon, je suis médiéviste, hein, donc pour moi c'est plus habituel de les voir au XIIe qu'au XXe, et dans l'atelier de Nazareth, même cas de figure, dans des verrières, dans des baies qui ne sont pas subdivisées avec des lancettes de pierre. Pour ce qui est de la coupole, alors voici les deux petites verrières du transept, et vous voyez ici ces sortes de montages en chef-d'œuvre qui n'en sont pas. Un montage en chef-d'œuvre, c'est une pièce unique de verre dans laquelle on vient découper un trou pour y placer une autre partie de verre, ce qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre parce que vous risquez fatalement de casser le morceau de verre qui englobe. Alors ici, on y remédie avec ces pastilles blanches sur la robe violette de Sainte Radegonde et pour le Sacré-Cœur de Jésus que vous avez juste à côté. Pour ce qui est de la coupole, eh bien, c'est une part assez originale, la plus originale, je dirais, de l'église d'Atti, qui, telle une tour-lanterne médiévale, vient éclairer la croisée du transept, non loin de laquelle est installé le nouveau sanctuaire. Le nouveau clocher en béton repose sur un système d'arcs bétonné en béton armé. Une galerie interne, que vous voyez ici, délimite un passage au sommet duquel est prévue une mosaïque transparente. C'est bien le terme qu'on emploie, mosaïque transparente, ce que nous appellerions vitrail en pâte de verre. Dans les archives des années 20, c'est de la mosaïque transparente. Ce procédé, je vous le rappelle, a été mis au point par Gaudin dès 1929 avec Jules Albertini dans les églises voisines. Il fournit un devis et un croquis pour la décoration de cette coupole dès le mois de novembre 1929, composé d'une mosaïque d'émaux et or et mortier de couleur sur une superficie de 12,80 m² pour le décor architectural et pour le décor vitré transparent d'une mosaïque transparente avec rehaut de mosaïque d'or sur une surface d'un peu plus de 12 m² pour une somme de 8 000 francs. Les mesures fournies à l'entrepreneur Moretti nécessitent une précision millimétrique. Avec le plomb, vous pouvez jouer un peu, avec le béton, pas question. Et ce dernier réclame urgemment, comme toujours, l'expédition des travaux. Les vitraux sont expédiés par chemin de fer à petite vitesse jusqu'à la gare d'Atti, on a tous les reçus, et puis ensuite c'est par chariot tiré par des chevaux qui sont apportés jusqu'à l'église. Travaillant probablement à marche forcée, Gaudin arrive à fournir les vitraux de l'église pour septembre 1931 et le solde des travaux lui est payé le 21 janvier 1933. Vous voyez ici ce magnifique vitrail, extrêmement obscurci aujourd'hui par des chutes de gravats et de poussière, très certainement, et qui a perdu une part de son éclat. Et la partie centrale que je vous montre ici est amovible pour permettre le passage des cloches qui sont situées juste au-dessus. Et pour protéger l'ensemble, il est prévu dans le plan, je ne suis pas monté pour aller vérifier, eh bien une verrière en verre transparente pour assurer la protection de cet ensemble. Pour ce qui est du mobilier, le maître-autel, enfin tout est dessiné par Poutaro dans des dessins qui sont conservés aux archives départementales en 1931 et la réalisation est confiée à Marcel Sueur pour la marbrerie et à Jean Gaudin pour les mosaïques. Projet d'hôtel, d'hôtel de la Vierge, d'hôtel secondaire. Le banc de communion remploie autant qu'il est possible l'ancien banc de communion du XIXe siècle et l'ambon, qui est donc cette nouveauté dans les églises à cette époque. C'est donc cette, non pas chère, mais ce lieu pour la lecture de l'Évangile. Il est d'ailleurs situé dans l'église du côté de l'Évangile, à gauche du chœur. Il arrive parfois dans les grandes églises qu'il y a un ambon pour l'épître, à droite, et qui tend de plus en plus, à cette époque, à remplacer les chaires à prêcher, qui n'ont plus forcément de raison d'être dans de petites églises, avec l'invention du microphone, et surtout qui dénotent d'un retour à une liturgie qui a pour référence l'époque paléochrétienne où la chair n'existe pas et où l'ambon était utilisé. Je caricature, hein, mais c'est un peu ça quand même, l'aménagement des chœurs à cette époque. Voilà une vue rapprochée de cet autel
avec sur une structure de béton, eh bien, une ossature en béton armé, un ensemble d'autels, tombeaux, tables, plinthes, encadrement du tabernacle et j'en passe, qui sont réalisés en marbre jaune de Sienne. On remplace l'onyx qui était prévu par du marbre jaune, bon, voilà, et qui permettent l'incrustation des mosaïques du retable, mosaïque de l'atelier Gaudin, et des claustras que vous avez à l'arrière, qui sont eux réalisés par l'atelier Buisine de Lille. Quant à la verrerie qui est intégrée, c'est Gaudin également qui intervient ici pour placer tous ces petits morceaux de verre jaune. Les autels secondaires sont réalisés à la même manière. Alors vous avez ici les formes typiques de cet art déco, les motifs paléochrétiens, le chrisme, le qui, le rho, le monogramme du Christ, entre l'alpha et l'oméga. Désolé, il y a des nombres portés extrêmement importantes. Les garnitures en bronze doré dessinées par Poutaro sont réalisées par la maison Pied-Frères de Paris. Il y en avait 6, mais les Allemands ont fait main basse sur une partie de leur fête en 1940. Et vous avez ici donc ces anges adorateurs autour du tabernacle et de la croix. Anges qui, dans la liturgie, je vous rappelle, interviennent au moment de deux chants particuliers, le Gloria et le Sanctus, et qui sont souvent repris dans l'iconographie qui entoure les autels. On ne peut pas comprendre un autel si on ne connaît pas la liturgie catholique. Ça, c'est une chose qui est absolument essentielle, de voir quel est l'usage de ces pièces de mobilier. Voici une vue rapprochée, la colombe du Saint-Esprit, une mosaïque de marbre et des tesselles d'or, qui sont d'une belle qualité. Nous aurions aimé connaître les dessinateurs de ces anges. Alors, avec une altération que je vous montre ici en lumière un peu rasante, sur les tesselles d'or aujourd'hui en particulier, qui ont énormément de soulèvement et qui perdent sur le name de l'ange, voyez-vous ici déjà tout ce qui a été perdu, et ce qui va bientôt être perdu ainsi que sur les étoiles. Voilà en partie supérieure ce ciborium qui est également sur une ossature de ciment avec marbre jaune de Sienne, et puis en forme d'acrotère ici, eh bien, des éléments en bronze doré de la maison Pied peut-être, qui représentent les 4 évangélistes et qui permettent l'exposition du Saint-Sacrement. Une vue sur les claustras avec les stalles, sujet qui avait pas mal intrigué Christiane Lemay il y a quelques années en visitant cette église, des stalles réalisées par la maison Buisine de Lille avec incrustation de verre par la maison Gaudin, et sur les portes métalliques, eh bien, ces verres magnifiquement conservés, il n'y a pas une seule casse, ce profil du Christ et de Dieu le Père peut-être sur l'autre porte, je ne saurais dire précisément. L'autel de la Vierge dans la vieille abside, avec une sculpture qui n'est pas signée, je doute qu'elle soit de Raymond Couveigne. Les autels latéraux de Sainte Radegonde, sculpture de Couveigne pour la Sainte en très faible relief, c'est taillé en réserve dans un bloc de pierre, avec une ornementation de mosaïque qui reprend des motifs textiles, un grand tapis tendu, tapis médiéval, le monogramme de Sainte Radegonde sur le devant de l'autel, et pour l'autel du Sacré-Cœur, le monogramme du Christ, avec une sculpture de Couveigne également pour le Sacré-Cœur de Jésus. Le baptême des cloches, 27 septembre 1931, d'une église qui est pour ainsi dire terminée, resteront quelques travaux de modification, et en particulier la création d'une chaire à prêcher, plus tardivement en 1934. On s'est rendu compte probablement que l'église était trop grande et que acoustiquement le prédicateur peinait à se faire entendre depuis Lambon, et donc on est revenu au système traditionnel remontant au XVIIe siècle, des chaires composites ici aussi, réalisées en béton, en bois et en marbre jaune de Sienne, avec incrustation de mosaïque. Vous voyez ici les 3 vertus théologales, fides, spes et caritas, foi, espérance, charité, qui sont représentés avec les instruments classiques, la croix, l'encre et le cœur. Et puis on ajoute en 1937, au revers du maître-autel, dans un
un système tout à fait incroyable que vous n'avez jamais croisé ailleurs, eh bien on double le maître-autel par un monument aux morts alors difficile à photographier parce que les vitraux sont très sombres, la tonalité de l'église d'Ati est quand même sans éclairage électrique juste impossible, et là on se rend compte quand même d'un petit raté, je dirais, dans l'éclairage naturel de cette église aujourd'hui. Quant au chemin de croix, c'est un chemin de croix somme toute banal, enfin je me permets des jugements de valeur, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais je ne sais pas s'il a été fait en série, celui-ci. En tout cas, il a été commandé en 1934 par Poutaro et réalisé sur des panneaux en sgraffite de 4 tons. Le sgraffite est aussi un élément qui revient beaucoup à cette époque, avec crucifères et nimbes à leur fin. Ces sgraffites appliqués sur un support de ciment armé. Vous voyez ce que je veux dire? Armé, donc ça rouille, ça se corrode. Là, vous avez choisi une station qui était en bon état. Et les cadres en granito, polis, armés également. Les croix rituelles en bois, incrustées dans les petits médaillons. Elles sont pratiquement toutes tombées aujourd'hui. L'église d'Ati, en conclusion, nous a semblé un cas intéressant de reconstruction mêlant la restauration de l'architecture gothique et l'adoption d'ensembles décoratifs des années 1920 et 1930 que nous pouvons qualifier d'art déco. Le renouveau des formes de l'art sacré se fait plus sentir dans les mosaïques du maître-autel que dans les vitraux de l'abside et du transept, où Gaudin a cherché à s'intégrer à la forme des baies médiévales. La grande nouveauté, d'un point de vue technique, se trouve dans l'usage de la dalle de verre pour l'éclairage de la lanterne sous le clocher, montrant également des formes anguleuses résolument dans le goût du temps. Imparfaite, certainement, dans son agencement, abside cachée par l'autel et les claustras, trop obscure du fait de vitraux trop sombres, l'église d'Ati n'en demeure pas moins un beau témoignage, particulièrement ambitieux, de reconstruction d'église entre les deux guerres. Aujourd'hui, seul son portail du XIIIe siècle est classé au titre des monuments historiques. L'église entière ne mériterait-elle pas au moins une inscription dans sa totalité? La question est posée. Je vous remercie. Merci Aurélien pour cette présentation d'un très beau témoignage effectivement de l'art déco appliqué au domaine religieux, et j'appelle Véronique pour la séance de questions qui ne manqueront pas d'être nombreuses, je pense, sur les deux interventions que nous venons d'avoir. La parole est à la salle. Merci. Deux petites réflexions. D'abord, félicitations pour ces deux interventions et pour l'intervention sur Ati, vous voyez. Donc, deux petites remarques. D'abord, tu as insisté sur le fait que le projet de reconstruction a été finalisé très tard, c'est-à-dire en 1929. Ce n'est pas vraiment étonnant parce que dans le contexte d'un monument historique, on sait que seul le portail est classé comme un seul, mais même s'il n'y avait qu'un seul élément classé, il y avait une saisie malgré tout de la commission des monuments historiques et de l'architecte. C'est toute une procédure qui passait par le service des monuments historiques. Et pour les autres monuments historiques maintenus au classement dans la Somme, sinistrés, on a à peu près les mêmes dates. Oui, Montdidier, c'est tardif. Roi, c'est très tardif. Et Ati, oui, a suivi un traitement monument historique. Et deuxième chose, pour l'atelier de Roi-sur-Mar, que tu évoquais, en effet, Jean Gaudin a racheté l'atelier de Georges de Néret, qui était un peintre verrier de Roi, qui a son atelier, à Roi-sur-Mar, en Oise. Et donc, ça permettait d'avoir un point d'ancrage. Oui, alors je n'ai pas retrouvé sur du papier en tête, du moins estampillé, atelier, mais à un moment il écrit sur un bout de papier les vitraux sont à l'atelier de Roi-sur-Mar, ils vous parviendront prochainement. Donc j'en ai déduit. Alors, deux petits points encore. Les vitraux d'avant 1914, est-ce qu'on en connaît l'auteur? Et puis, dernière remarque, tu évoquais le fait que Jean Gaudin avait reçu une volée de bois vert curé, du clerc,
c'était à peu près tout le temps comme ça. C'est-à-dire que Gaudin était tout le temps en retard et qu'il se faisait déroger par tout le monde parce qu'il acceptait énormément de son ici. Alors les vitraux du 19e siècle, j'avoue que j'étais un peu pris par le temps. Je n'ai pas épuisé le dossier de la série O. Je me suis concentré sur ce qui était 14-18 et j'avais quand même travaillé sur la restauration par élément du toit, de l'abside et du clocher. Mais le dossier vitraux, soit je ne l'ai pas vu, soit n'existe pas. Mais s'il avait existé, je pense que j'y aurais jeté un œil quand même il y a quelques années. Voilà. Donc j'irai voir. Une petite question une remarque pour Aurélien. Tu parlais effectivement de l'importance de l'ambon par rapport à l'avant-garde de 14, en disant voilà, on utilise plus l'ambon que la chair, puis finalement l'ambon ne permet pas de diffuser la voix dans toute l'église. Et tu as parlé des micros, je crois que les micros ils apparaissent un tout petit peu plus tard, après 45 pour l'essentiel, surtout dans les églises rurales, je pense que l'électrification est un peu plus tardive, mais effectivement ça joue beaucoup aussi sur la fin des chairs. Le micro marque la fin de la chair. Oui, sauf dans les très grandes églises. Et puis volonté express. Alors parfois on trouve un mix entre les deux. Je vois à Fresnes-Mazancourt, on a, alors c'est pas un ambon, c'est plutôt une chaire, mais il n'y a pas d'abat-voix, et il est dans une position un peu bâtarde entre le sanctuaire et la croisée du transept. C'est l'église de la seconde reconstruction à laquelle je pense, qui date des années 50, c'est le Portel près de Boulogne-sur-Mer, où tu as un ambon avec un abat-voix qui est à l'entrée du sanctuaire. C'est pas si c'est un ambon, déjà un ambon ou encore une chaire en béton. Alors il y a un ouvrage, je l'ai rapporté parce qu'il m'a semblé très intéressant de vous le signaler, vous le connaissez sans doute. C'est Nos églises, liturgie, architecture, mobilier, peinture et sculpture par un bénédictin, dont Roulin, qui a été publié en 1938 et qui fait un balayage sur toute l'Europe, qui a près de 1000 pages, richement illustré et qui donne toutes les préconisations de ce qu'il faut faire, pas faire, de l'évolution des arts liturgiques. Et pour le propos, c'est plutôt intéressant à consulter, et comme une pièce d'archive, même d'époque, de l'époque qui nous intéresse. Autre question? Merci à tous les deux pour vos interventions. Moi, je voulais revenir sur l'intervention d'Véronique, pas tant pour faire vraiment une question, mais plus une réflexion sur effectivement le positionnement des journaux face à cette modernité, le terme qui est employé à l'époque, face à l'art déco. C'est vrai que Simon Texier nous a montré ce matin la dépêche de Toulouse, et on pense également à la Voix du Nord à Lille, ou même le journal La Semaine à Paris, qui a fait aménager ses locaux par différents membres de l'UAM, de l'Union des artistes modernes. Alors là, en fait, ce positionnement, je pense qu'il y a cette importance, effectivement, pour ces deux journaux, de faire preuve de modernité dans ce type de construction. Le fait de faire appel à des entreprises comme celle de Gaëtan Janin, qui fait aussi partie des grands noms pour le vitrail à cette époque-là, c'était pas rien. Alors du coup, je me demandais, par rapport aux différents discours qui peuvent être tenus dans le Progrès de la Somme, que je connais mal et que j'ai encore moins dépouillé, voilà, quel est le positionnement par rapport à l'art dit moderne et par rapport à l'art déco dans peut-être certaines chroniques ou comptes rendus des expositions d'art? Alors, en fait, le personnage qui a été central dans le choix et de l'agence et de l'appel au béton armé, parce que c'était pas forcément quelque chose d'évident, et dans le choix de la décoration, le personnage central, c'est ce fameux Durotois, qui était donc le directeur du journal dans l'entre-deux-guerres. Il va mourir à la fin de l'entre-deux-guerres. Et mais comme vous le citez précisément, c'est un personnage qui était animé par le fait de donner une image moderne du journal. Le journal n'était pas vieillissant, c'était un journal en plein développement, je dirais, mais il souhaitait rompre avec une image relativement vieillissante au niveau des locaux, puisque tout l'angle entre la rue Paillat et la rue de la République était constitué en fait, en dehors de l'ancien couvent, d'un agglomérat de petites maisons qui n'avaient aucun intérêt esthétique d'une part, mais qui surtout posaient d'énormes problèmes de salubrité dans l'exercice du travail des journalistes et surtout des rotativistes.
Donc il y avait eu plusieurs tentatives. Heureusement, à l'époque, les rotatives n'étaient pas aussi lourdes. Il y avait eu plusieurs tentatives pour essayer d'aménager les locaux avec des architectes, mais ça ne donnait rien du tout. Et esthétiquement, en façade, on était quand même face à je dirais, avec des façades délabrées qui ne donnaient pas du tout l'image du Progrès de la Somme à l'époque, pendant l'entre-deux-guerres, qui était un journal prospère. Qui se veut progressiste. Un journal qui avait eu des difficultés financières énormes au départ, mais qui les avait largement combattues et qui avait effectivement trouvé un modèle économique, ce qui ne sera pas forcément le cas des successeurs, mais en tout cas, eux avaient trouvé un modèle économique. Pour la petite histoire, pas d'augmentation du prix du journal dans la Somme pendant l'entre-deux-guerres, ce qui est complètement délirant quand on connaît le taux d'inflation de l'époque. Il avait maintenu ses équipes, il n'y a jamais eu d'opération de licenciement. Et il voulait effectivement traduire cette capacité économique aux yeux du public. D'où les deux petits bureaux que je vous ai montrés rapidement en façade, avec des façades à l'époque un petit peu précurseurs, on ne peut pas dire autrement, surtout chez nous, en plus on n'est pas à Paris. Hein. Donc Mallet Carpentier avait proposé ces façades un petit peu modernes. Et Bureau-Toit a été vraiment, je crois qu'on peut dire le mot, parce que ça se voit dans ses discours vis-à-vis des salariés du journal, ça se pratiquait beaucoup, il avait été séduit tout simplement par cette architecture qui dénotait. En plus, on est dans une artère très particulière à Amiens. On est dans la rue de la République, avec des monuments qui sont très fortement ancrés dans un type d'architecture précis. Et là, on avait des... je vous dis des constructions qui n'avaient pas tellement de sens en réalité, surtout partie République. Donc c'était l'occasion de faire table rase, sans la guerre, tant mieux, et de construire quelque chose de très marquant, et visiblement ça a été effectivement extrêmement marquant, en tout cas au moment de... jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça a effectivement donné un ton. L'iconographie du vitrail, son style, hein, le vitrail de Janin est tout à fait équivoque en termes de modernité. Oui. Vous avez, je rebondis un petit peu, mais je me demandais, je vois peut-être que vous l'avez dit, et c'est une faute d'inattention de ma part, mais on a le nom du cartonnier. Non. Non, du tout. Alors, moi, il faudrait que je regarde si j'ai encore son mémoire, mais il y a une dizaine d'années maintenant, j'avais co-dirigé un mémoire de master sur Gaëtan Janin. Oui. Et effectivement, l'étudiante avait trouvé quelques éléments sur plusieurs dessinateurs qui travaillaient, je crois me souvenir d'une certaine Charlemagne, de son nom de famille. Je n'ai trouvé voilà, c'est une investigation de ce côté-là. Je ne sais pas, si elle évoquait ce vitrail-là, parce que Janin avait une production assez importante, voilà. Mais peut-être qu'il y a une petite recherche à mener aussi, mais en tout cas, c'est une très belle œuvre. Oui. Ce que je pense être quand même très particulier, c'est ça permet de mettre en valeur une donnée qui n'est pas forcément toujours bien connue, qui est celle de la volonté de l'art déco de mettre en avant le machinisme. C'est pas seulement de l'art, c'est de l'industrie, c'est de la réalité économique, c'est du pouvoir financier, il ne faut pas se le cacher, il faut avoir les moyens de se payer ces signatures-là. Et c'est de l'industrie, c'est de la fabrication. Un journal, ça passe par une rotative, il faut que la rotative soit présente. Et c'est vrai que même après, hein, même du temps du courrier Picard, ça, pour l'avoir vécu, je sais bien, c'est quelque chose qu'on respectait profondément. La rotative, c'est très particulier, c'est vraiment le cœur du métier. C'est pour ça que je vous ai parlé à un moment donné de la puissance des rotativistes, parce que ce sont les seules personnes qui sont capables de faire arrêter un journal, en réalité. Enfin, c'était... Je vais rebondir sur deux petites remarques. Je rebondis sur ce que vient de dire Aurélien concernant le progressisme du Progrès de la Somme. C'est la même chose pour la Dépêche de Toulouse, c'est le grand journal syndical socialiste. Et puis avant la Voix du Nord, je ne sais pas quel était le journal qui occupait les bâtiments de la Voix du Nord, je pense que c'est aussi un journal républicain lillois. Voilà. Et donc il y a peut-être aussi un lien à faire avec la dimension politique, de l'orientation politique, même si elle se nuance au fil du temps. De ces journaux. Et puis une question tu évoquais la coupole sur la... Quand est-ce qu'elle a disparu et sait-on pourquoi elle a disparu? Alors c'est bien le gros problème. Alors pourquoi elle a disparu de toute façon les deux questions je ne répondrai pas, je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver à quelle date. Je sais que donc à la Libération elle est toujours tout le dôme complet, y compris le petit lanterneau est toujours en place, parce que là c'est des photos, donc il n'y a pas de quota à voir.
À vrai dire, sans ces photos, on pourrait se poser la question, est-ce que ça a été réellement construit? De même que quand je vous ai donné l'image de Mallet avec les ronds, les pavés de verre, je ne sais pas, je n'ai aucun témoignage de la réalité de cette construction, ce qui serait quand même assez intriguant, mélanger tuiles et pavés de verre un petit peu bizarre, bon, et pourquoi pas, mais ce serait une brillante réussite technique, je ne sais pas si ça a eu lieu, je ne sais pas à quelle date ça a disparu. Ce que je peux dire par expérience personnelle, parce que mon bureau a été à une époque situé juste en dessous, c'est que c'est quand même comment dire ça correctement, c'est un puits d'ennui ce truc. Hein. Quelles que soient les interventions qu'on ait fait dessus, du temps du journal, on a eu des problèmes d'infiltration en permanence, parce que l'architecture est extrêmement compliquée, c'est très joli, tous ces couronnements en décalage, tous ces faisceaux, mais à chaque fois on prend un risque. Et à chaque fois, au bout d'un certain temps, on a beau avoir colmaté en dessous, ben c'est le second qui cède, et puis voilà. Donc, est-ce que c'est ça qui explique qu'on s'en soit séparés? Je pense que oui. Vu ce que j'ai vécu après, mais je ne sais pas. C'était vraiment en permanence une difficulté. Ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'avoir un témoignage qui prouve qu'on a fait ces pavés de verre. Il n'y a pas une association d'anciens du journal qui pourrait... Si, on travaille, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur cet aspect-là, mais on a, de même que les emplacements de la rotative, parce que ça, c'est professionnellement, c'est très intéressant de voir, et c'est vraiment baladé dans tous les sens, donc c'est vraiment intéressant de voir pourquoi, parce qu'à chaque fois, il y a des raisons, c'est vraiment technique et des soucis que ça pose, mais sur ce dôme, on est vraiment démunis. En fait, il a très peu vécu, probablement. Peut-être 15 ans, donc, et peut-être même un petit peu moins. Donc voilà. C'est pour ça quand on dit souvent le Courrier Picard est le jumeau de l'immeuble Gueudet, non. Non, absolument pas. Ni dans les façades, et encore moins dans ce dôme. C'est pas du tout la même volonté, et c'est pas du tout, au niveau architecture, le même type de construction. Et même la photo de 44, elle n'est pas complète, elle est coupée. Oui. Pas... Mais ça, on a la photo de 44 complète, là, je vous ai donné. Oui, on a la photo complète. Y a-t-il d'autres questions? Si vous ne connaissez pas encore la rue de la République et l'immeuble du Courrier Picard, allez-y tout de suite. Moi, j'ai peut-être une question plus générale, finalement. Est-ce qu'on sait si l'art déco, enfin tout ce qui est architecture, art déco et décoration, est alors coûteuse à produire, ça il me semble que oui, mais coûteuse à entretenir, difficile à entretenir et du coup pose problème pour sa conservation. Est-ce que ça c'est quelque chose, c'est un problème qu'on se pose Alors, en fait, surtout le côté qu'on a beaucoup évoqué dans la journée du béton armé et du ciment armé, on a un gros problème de qualité de construction au départ. C'est-à-dire que si on met les prix... Alors, NBIC, c'était pas... Enfin, j'ai pas osé faire ce que tu as fait, mais j'ai lu des courriers... on se dit, bon, je suis bien à ma place, en fait, je suis bien au chaud. J'ai eu des problèmes dans la vie, mais tout va bien. C'était vraiment très, très difficile de travailler avec NBIC, qui était pourtant très coûteux, mais qui avait des exigences de qualité de matériaux de base pour faire les bétons et faire les ciments, qui fait que ça rendait les bâtiments extrêmement coûteux. Durotois avait presque laissé, j'exagère un peu, mais presque laissé de côté l'aspect financier. Il voulait un bâtiment prestigieux, il a obtenu un bâtiment prestigieux. Mais en particulier dans les églises de la reconstruction, dans les petites campagnes, qui ne sont pas des églises classées, qui sont des petits édifices, on a aujourd'hui, vous le savez tous, beaucoup d'églises qui sont dans un état de dégradation très fortement marqué, pourtant constituées de béton. Ben oui, mais ça dépend de quoi on parle. Voilà, selon la qualité du béton, selon les dosages, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, il y a des ingrédients à respecter au niveau des proportions et dans les qualités d'origine des matériaux de base. Si ça n'est pas respecté, on a très vite eu des problèmes, très très vite. Si on les respecte, la durabilité dépend quand même d'un mode d'entretien. Quand on dit que le béton ne s'entretient pas, ça dépend. Vous en avez un exemple aussi au Courrier Picard. Là actuellement, donc c'est un promoteur, hein, ce n'est plus un journal. Vous avez des balcons en béton armé dans lesquels apparaissent de la végétation. Ben, ça fait comme dans les pierres de taille, ça va éclater, ça va faire apparaître probablement les armatures
de métal d'Henlich qui sont quand même très très rapidement accessibles. La couche de béton, elle ne fait pas ça. Hein. Et là, dès que le fer sera attaqué... Dans certaines ont été colmatées il y a moins d'un an. Oui. Sur l'opération. Je livre, même si je n'ai pas vendu, parce que je veux me débarrasser de ce programme et je le pourrirai. C'est un autre problème. Les infos que j'ai pu avoir sur ce programme, c'est que globalement, sur la partie classée, le bas n'est pas vendu. Oui. Et le gros des salles d'apparat ont été vendues à l'ouest qui a déposé le bilan. Et c'est là qu'il y a la végétation qui pousse. Donc, devant les vitraux de face à un drame annoncé sur ce projet. Je voulais intervenir sur ta question, Louise. Une manière d'y répondre, c'est mercredi à 15h, alors je sais, c'est pas forcément facile, à la Maison de l'Archi, intervient les architectes qui ont en charge la réhabilitation des nouvelles galeries de Saint-Quentin. Donc ils vont pouvoir expliquer, c'était une des volontés dans le cadre de l'expo à la Maison de l'Archi, de faire venir aujourd'hui comment est-ce qu'on traite des bâtiments art déco, comment on les aborde en termes d'usage, parce qu'on a vu avec la conférence de Bertrand Morchin, qui est architecte à Arras la semaine dernière, qui est venu la semaine dernière, expliquer comment il avait traité des bâtiments art déco, et en fait à chaque fois qu'il a traité un bâtiment art déco, il en a changé d'usage, et il a toujours présumé de l'usage qu'il en avait. C'est-à-dire que, ah bah oui, c'était un garage. Et puis il se rend compte, mais après avoir fini son projet, que c'était pas exactement un garage, que c'était l'annexe de stationnement du garage. Voilà, on présume d'un usage aujourd'hui avec nos usages, nos rythmes de vie, mais en réalité, l'usage pouvait être légèrement différent. Et effectivement, il y a une problématique de traitement aujourd'hui, de comment j'adapte mon usage et comment je respecte la pléthorique réglementation sur des bâtiments qui n'ont pas été conçus pour y résister. Peut-être que la bonne illustration financière, Louise, pour boucler sur la chose, c'est de se rendre compte qu'un journal comme Le Progrès de la Somme, qui travaillait donc à l'échelle départementale, avait besoin de locaux qui allaient un petit peu avant ce qui est aujourd'hui l'hôtel Paya du Progrès de la Somme, jusqu'à la République, et que ils étaient à l'étroit. Ils étaient vraiment à l'étroit, il y avait des problèmes de salubrité liés à la proximité des métiers extrêmement salissants, c'est la presse. Donc il fallait beaucoup d'espace, et qu'aujourd'hui, alors là, la raison de vente du courrier Picard à la Somme, c'est une histoire plus, assez différente, mais qui reflète quand même le fait que les locaux sont disproportionnés par rapport aux besoins qu'on en a aujourd'hui, et que ce fameux cœur technique de la presse qui est la rotative n'a plus besoin d'être autant la propriété des journaux à droite à gauche, et que maintenant on a des programmes qui permettent de tirer les journaux sur un pôle, on va dire, de 20% de la France, et non pas de 4% du département. C'est plus la même échelle. Et quand on supprime ce problème de rotatif, je vous assure qu'on règle beaucoup de problèmes d'architectes. Ça va très vite. On a beaucoup de surface. Avant. D'ailleurs, ils ont construit un courrier. Oui, tout à fait.